Et donc, nous n'aurons que deux interventions qui se complètent à propos de deux villes, Noyon et Ypres, deux villes dont les choix de la reconstruction ont été d'une certaine manière extrêmement différents et extrêmement, je dirais, significatifs. Pour l'une, des hésitations diverses et variées, et pour l'autre, de choix plutôt radicaux. Donc deux exemples qui permettent quand même de montrer, de mon point de vue, une forme de panoplie des situations posées dans le cadre de cette reconstruction et de la reconstruction des villes. Tout d'abord, nous allons écouter Cécile Pétigny. Je rappellerai cependant que Magali Domain devait évoquer le cas de Lens. Lens a au moins une chance commune avec Noyon. C'est l'architecte de la gare, puisque la gare de Lens est de Urbain Cassan et celle de Noyon est du même architecte. Donc Cécile Pétigny est diplômée en histoire de l'art médiéval et en littérature française du XIXe siècle. Elle est directrice des musées de Noyon. Et donc, je dirais que, et c'est le cas de notre autre intervenant aussi de cet après-midi, il y a une relation, je trouve, intéressante entre vos fonctions, n'est-ce pas, et puis le fait que vous traitiez de la reconstruction de la ville, puisque non seulement ces deux intervenants sont conservateurs de musées, et donc ils ont affaire à des questions de conservation, mais aussi de médiation. Et je pense que dans les situations que vous allez décrire, cette question de la médiation, de la manière dont on évoque ces villes, a beaucoup d'importance. Donc je vous laisse la parole pour évoquer le cas de Noyon, Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier déjà les organisateurs du colloque pour m'y avoir invité. Et puis, je précise que cette intervention a été préparée avec l'aide précieuse de mes collègues du pôle patrimoine de Noyon, et en particulier de l'architecture, de l'animation de l'architecture et du patrimoine, collègues présents dans la salle qui pourront éventuellement répondre aux questions avec moi. Merci. Alors, avant la Première Guerre mondiale, la ville de Noyon présente une architecture qui est variée, constituée de maisons à pans de bois, postérieures au milieu du XVIe siècle, ainsi que de maisons bourgeoises et d'hôtels particuliers en pierre de taille et en briques. Le tissu parcellaire du centre-ville, enserré par des boulevards depuis le XIXe siècle, dominé par la cathédrale, est assez lâche, ponctué de courettes et de jardins. La ville est dotée d'un théâtre, mais pas encore de musée, ni de bibliothèques municipaux. Le patrimoine monumental est riche et 3 entités sont déjà protégées au titre des monuments historiques dès 1840 et inscrits sur la première liste, à savoir la cathédrale Notre-Dame, le palais épiscopal, actuel musée du Noyonnais, et l'hôtel de ville. De ces 3 bâtiments, aucun n'a été épargné par les bombardements qui bouleversent donc le centre-ville de mars à août 1918. J'ai l'impression qu'il y a des interférences dans le micro, je ne sais pas si vous entendez bien, mais d'accord, très bien. Donc après la guerre, Noyon et son hypercentre sont gravement détruits. La municipalité doit faire face à des priorités, telles que celle de sécuriser les chaussées et les maisons, redonner un cadre à la vie locale, offrir à la population des logements décents, recouvrer salubrité et dignité. La ville présente un paysage de ruines qui est amené à durer pendant plusieurs années avant que la reconstruction ne s'organise. En effet, la municipalité de Noyon s'attelle à un véritable défi de 1919 à 1925, à peu près, à une tâche qui peut paraître impossible. En août 1919, elle décide de chercher à, je cite, « sauvegarder le caractère pittoresque qu'offrait la vieille cité avant sa destruction ». Car les pertes sont lourdes. L'hôtel de ville est ruiné, la poivrière Renaissance qui ornait l'ancien palais épiscopal s'est effondrée peu de temps après les déambulations de Georges Clemenceau dans la ville, au milieu des gravats. Mais malgré la violence des combats, les traces du passé de la vieille cité ont résisté au bombardement de 1918. La cathédrale Notre-Dame, qui a été incendiée le 1er avril, est encore debout, de même que les maisons canoniales du Parvis et la bibliothèque du chapitre du XVIe siècle. Voter la reconstruction de Noyon est donc un choix ardu qui suscite de nombreux débats au sein de la municipalité.
Les élus semblent hésiter entre un parti pris assumé, comme d'autres villes l'ont fait pour l'Art déco, par exemple, ou celui de reconstruire à l'identique, afin de préserver coûte que coûte, et malgré les pertes, l'image historique de la cité 2 fois millénaire. La reconstruction s'impose donc comme la recherche d'un nécessaire compromis entre la préservation du passé, l'ancrage territorial et la modernisation de la ville, notamment portée par les architectes auteurs des différents projets. L'option retenue par le conseil municipal de reconstruire ce qui a été détruit à l'identique n'a pas toujours été suivie. À bien observer le parcellaire, où certains bâtiments tels que la gare, l'hôtel de ville ou le monument aux morts, on constate qu'une place à la modernité a été préservée. Ainsi donc, la reconstruction de Noyon semble être une affaire de compromis, d'incertitude, de tâtonnements méthodologiques et intellectuels qui ont constitué à façonner la ville telle qu'elle l'est aujourd'hui, avec ses cohérences, mais aussi ses hésitations. Je vais donc tenter de donner un aperçu de ces compromis qui oscillent entre construction moderne et préservation patrimoniale en 2 temps. D'abord en illustrant le choix qui est apparu dans un premier temps très clair de la municipalité et qui pourtant s'est concrétisé dans la réalité par des hésitations dans les différents chantiers. Et dans un second temps, en m'interrogeant sur la façon dont la reconstruction a permis à la ville de mener une réflexion profonde sur son patrimoine et sur l'image qu'elle souhaitait transmettre à la postérité. Alors, lors du premier conseil municipal d'après-guerre, le 17 juin 1919, la municipalité pose une alternative claire qui reflète les débats autour de la façon dont il convient de rebâtir la vieille cité détruite par les bombardements. Je cite le résultat de ces interrogations. Faut-il créer sur les ruines de Noyon une ville moderne ? Ou doit-on au contraire conserver le caractère de la vieille cité tout en faisant apparaître les défectuosités ? La décision retenue, qui est celle de reconstruire à l'identique, redonner à la vieille cité ses lettres de noblesse, tient beaucoup à l'implication personnelle du sénateur-maire Ernest Noël, qui préférait cette option. Le 19 août 1919, la municipalité prend acte, je cite, la ville a été détruite au centre, gravement endommagée ailleurs, mais de nombreuses parties peuvent encore être conservées. Et il importe de sauvegarder le caractère pittoresque qu'offrait la vieille cité avant sa destruction. La délibération du 16 février 1920 ajoute « conserver ce caractère pittoresque en laissant subsister tous les vestiges dont la présence marque les différentes périodes pendant lesquelles Noyon a eu sa part d'histoire ». Donc ces 2 passages permettent clairement d'envisager, ou en tout cas de souligner le parti envisagé. Et a priori, on devrait donc retrouver un Noyon plus ou moins identique à ce qu'il était avant la Première Guerre mondiale. C'est le souhait affiché par la municipalité. Et ce vœu a toutefois dû être souvent nuancé, rattrapé par les nécessités liées aux chantiers, aux archives perdues dans les différents incendies, ou parfois même à l'absence de relevés, comme c'est le cas pour la forêt de chênes, la charpente de la cathédrale de Noyon, qui n'avait pas bénéficié de relevés avant la guerre et qui donc a été détruite par l'incendie du 1er avril. D'autres exemples montrent les tâtonnements qui ralentissent les chantiers. Je vous en citerai 2 plus particulièrement, sans que ce soit évidemment exhaustif. Reconstruire à l'identique semble donc plus complexe qu'il n'y paraît. Et ainsi, le palais de l'évêché doit être reconstruit à l'identique avec le souhait d'y installer un musée. A contrario, les propositions faites par les architectes pour sa réfection faisaient le pari d'un bâtiment plus moderne. Après la guerre, il ne reste plus du bâtiment ancien, donc le palais de l'évêché, que la façade du corps de logis bâti par l'évêque Charles de Hangest entre 1501 et 1506, la dite tour Roland, en ruine, ainsi que les soubassements du bâtiment du XVIIIe siècle, qui est perpendiculaire à la rue de l'évêché. Les travaux de restauration sont confiés à l'architecte des monuments historiques André Colin. Il rédige un premier rapport en 1921, qui donc n'a pas été retenu par la municipalité. Et encore une fois, sous l'influence du maire Ernest Noël, M. Colin présente le 3 août 1924 un projet de reconstruction à l'identique. Et ainsi, en dépit du plan de réalignement de la rue de l'évêché, le pavillon Renaissance, avec sa fameuse poivrière restaurée, est conservé
en débordement sur la rue, afin de préserver cet aspect pittoresque de l'ancien noyon. La reconstruction en tant que telle concerne surtout l'aile perpendiculaire à la rue de l'Évêché, déjà largement modifiée par les aménagements du XIXe siècle. L'administration des Beaux-Arts et l'architecte Antonin Zelmersheim avaient alors fait le choix de supprimer les 2 travées du XVIIIe siècle qui reliaient le palais de l'évêque à la cathédrale et de détruire en partie la chapelle épiscopale afin de dégager les abords de la cathédrale. Les travaux de reconstruction sont lancés en 1926, mais la Seconde Guerre mondiale interrompt le chantier et le musée n'est inauguré que le 9 août 1948. En 1959, les collections récemment acquises sont déménagées afin d'y installer des salles de classe. Jusqu'en 1970, des travaux sont repris, quelques expositions temporaires y sont organisées, et en 1975, les collections sont à nouveau déménagées. Il faut attendre 1982 pour qu'un parcours muséographique soit inauguré et que l'ancien palais épiscopal devienne définitivement le musée du Noyonnais. À la demande de la municipalité, le projet initial, sans doute moins mimétique de l'ancien, a donc été modifié par l'architecte Collin afin de mieux restituer l'ancien. Le corps de bâtiment du XVIIIe est donc rebâti selon le même parti, un ordre classique à un étage, avec pilastres plats et chapiteaux ioniques, en briques et pierre, percés de nombreuses fenêtres. Alors, malheureusement, nous ne connaissons pas le premier projet présenté par Collin, mais on peut imaginer que ce parti répondait peut-être davantage à une forme de modernité et surtout au vœu qui était dès l'origine celui d'y installer un musée. Le nouveau bâtiment privé de destination précise, finalement, est devenu une forme d'enveloppe vide, une façade rappelant l'ancien, mais globalement inadaptée à l'installation d'un musée et à l'accueil du public. Je vous rassure que depuis les années 80, évidemment, un certain nombre d'aménagements ont eu lieu et permettent l'accueil du public dans de bonnes conditions. Donc, toutefois, si le palais de l'Évêché est reconstruit quasiment à l'identique, l'aspect ruiné de la chapelle épiscopale attenante, je m'excuse, j'ai oublié de vous mettre une image de cette chapelle. Donc, l'aspect ruiné de cette chapelle épiscopale est conservé tel quel, en tant que ruine témoin, et bien qu'elle ne soit pas due à la Première Guerre mondiale, mais bien au traitement des abords au XIXe siècle. Sur une même parcelle, ce sont donc 2 parties qui coexistent. Alors on peut l'interpréter comme une hésitation, mais aussi comme la preuve que la municipalité veut bien conserver les traces de l'ancien quartier épiscopal, avec son palais, sa chapelle et ses liens directs avec la cathédrale. La reconstruction est ainsi vécue comme une période de choix, un pari sur l'avenir, entre la préservation de l'histoire et l'ambition de relever la ville et de l'ouvrir à la modernité. Donc, je vous parlais d'un second exemple, qui est celui du chantier de la gare de Noyon, qui reflète en quelque sorte cette même logique, mais avec des conséquences distinctes. Là aussi, la municipalité souhaitait créer... je change de diapo. La ville, là aussi, souhaitait reconstruire la gare en préservant l'ancien et les traits régionalistes du bâtiment d'origine. Mais un autre parti, plus moderne, a été imposé par la Compagnie des chemins de fer, là où André Collin lui-même avait échoué à faire imposer son parti de reconstruction du palais-musée. La première gare de Noyon, qui avait été inaugurée en 1848 par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, a été dynamitée par l'armée allemande en mars 17, et les négociations s'avèrent complexes entre la ville et la Compagnie des chemins de fer du Nord. L'architecture du bâtiment des voyageurs, surtout, est controversée. Un premier projet est présenté par la compagnie à la ville vers 1920-1923 et est suivi d'un second en 1927. Lors de sa présentation, le conseil municipal constate « Les plus vifs regrets se sont manifestés sur l'abandon du précédent projet, dont la conception cadrait si bien avec le caractère de la ville. » Urbain Cassan, qui est donc l'architecte de la gare de Noyon, comme on l'a dit tout à l'heure, est chef du service d'architecture de la compagnie et il présente donc son nouveau projet le 21 janvier 1928, dont vous avez le dessin à l'écran et qui est conservé aux archives municipales de la ville. Alors je cite les échos des délibérations municipales à ce sujet. Les représentants de la compagnie ne cachèrent pas qu'à leur point de vue, le bâtiment ne pouvait être traité dans l'architecture classique et qu'il convenait de lui donner une allure tout à fait moderne. Que d'ailleurs, la compagnie recherchait la diversité dans le style, pour rompre la monotonie des gares et que l'on s'ingénierait pour donner à la ville de Noyon quelque chose de digne d'elle. Le 6 mars 1932, la revue La Construction moderne consacre son numéro à la gare de Noyon et l'article y souligne que le plan a été conçu suivant les idées nouvelles apportées dans la construction des gares.
Alors, inspiré quelque peu du caractère régional avec l'emploi de la brique, le projet final intègre des éléments de modernité, comme le béton armé, dans un contraste voulu. De grandes verrières, des marquises en béton armé avec pavés de verre, la tour octogonale de l'horloge, qui est également remarquable et qui aligne ses cadrans sur les axes conduisant à la gare, dans un souci de faciliter sans doute la vie des habitants. Donc tous ces éléments montrent les innovations que la compagnie a finalement pu imposer sur ce chantier. L'architecture des gares du réseau du Nord présente en effet une grande diversité de styles, et la compagnie des chemins de fer souhaitait apporter un peu de modernité et de variété au sein des gares de la région. À Noyon, on recherche un compromis entre une volonté de modernisation des installations et la reconstitution souhaitée sur le modèle de l'architecture régionaliste, intégrant par exemple la brique. Noyon parvient dans cette architecture de gare à un certain équilibre entre deux tendances, à l'innovation et à la conservation des traits hérités du passé. N'était-ce pas finalement le vœu entreaperçu dans les délibérations de 1919 ? Alors, à Noyon, donc le visage pluriel de cette reconstruction est aussi conféré par les initiatives privées au sein du centre-ville. Après le vote de la loi Cornudet sur les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension du 4 mars 1919, l'agence d'architectes de la Cité Nouvelle propose un plan d'extension de la ville de Noyon, dont les archives municipales conservent les calques et documents préparatoires. Les dispositions d'origine de la ville y sont globalement respectées. Et le plan d'embellissement de Noyon, à l'ordre du jour du premier conseil municipal d'après-guerre le 7 juin 1919, amène la municipalité à s'inspirer des travaux de la Cité Nouvelle pour élaborer le plan d'urbanisme, présenté au préfet de l'Oise en 1921. En 1922, Eugène Chifflot devient l'architecte de la ville de Noyon et réalise à ce titre l'extension de l'hôtel de ville et le monument aux morts, notamment. Néanmoins, l'orientation des travaux vers une reconstruction à l'identique n'est pas toujours suivie par les propriétaires privés, je le disais en introduction, qui restent libres de reconstruire selon leurs souhaits leur maison sur leur parcelle. Je cite un article de la Société historique de Noyon récemment paru dans le journal municipal. La volonté des propriétaires privés de reconstruire rapidement, encouragée par la municipalité, fait qu'en général, les autorisations ne modifient pas les parcelles du centre-ville. Ainsi, les immeubles reconstruits sont tout à fait semblables à ceux élevés à la fin du XIXe siècle. Les architectes font alors usage de la brique avec encadrement de pierre en façade, interprètent parfois librement les façades détruites, mais en reproduisent les formes et volumes initiaux, comme sur la place de l'hôtel de ville. Si le parcellaire est donc globalement respecté, l'innovation vient timidement distillée par les matériaux, essentiellement le béton, et surtout la décoration. Certains propriétaires apportent donc des nouveautés sur le décor des façades, qui sont parfois ornées de leurs initiales, de symboles liés à leur profession. Alors j'espère que vous arriverez à les discerner sur mes photos. Donc de symboles liés à leur profession, par exemple le fer à cheval de Maréchal Ferrand au 77 et 81 rue de Paris, ou encore les crânes de bélier et de cheval pour un boucher au 23 de la place de l'Hôtel de Ville. Ou encore de décor dans un matériau à la mode, comme le grès et la céramique, en hommage à l'art déco, notamment sur la maison dite du Poulpe, au 9 rue de Paris. C'est donc la maison que vous avez tout de suite à gauche sur la diapositive. Cette liberté explique en partie la grande variété des maisons et des constructions du centre-ville, reflet du statut social des propriétaires d'alors, de leur profession, mais aussi du montant des réparations de guerre perçues, bien évidemment. Au numéro 32 de la rue Saint-Éloi, un particulier, M. Véret, a commandé à l'architecte Auguste Perret une maison particulière en 1926, qui est construite sur une ossature en béton armé et revêtue d'un enduit de ciment lisse. Maison qui d'ailleurs passe souvent inaperçue puisque la façade principale donne sur le jardin, alors que l'élévation sur la rue est uniforme, ce qui peut donc la rendre difficilement repérable à première vue. Une autre de ces maisons que vous avez donc au milieu sur cette image montre bien la fierté de la ville de Noyon, honorée par les distinctions de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre en 1920. La maison du 4 place Cordouan conserve en effet toujours aujourd'hui au-dessus de sa baie en anse de panier sur la façade l'inscription « à la ville de Noyon » en lettres ornementales et au-dessus de la fenêtre latérale à droite le blason de la ville et ses deux récompenses. Alors,
Donc, je le disais tout à l'heure, la reconstruction de Noyon est lente à se mettre en place, comme dans d'autres villes. Au début des années 30, les cités provisoires installées par l'État dans les faubourgs sont toujours largement occupées. Avec le retour des habitants, on met également en place des maisons provisoires. Et il en reste d'ailleurs une à Noyon, au 118 rue Michelet, qui a été conservée. Alors certes, un petit peu rénovée, mais on reconnaît toujours bien la forme d'une provisoire à cet emplacement. Et elle est devenue une maison d'habitation. Alors, j'en viens à ma seconde partie. Pour marquer la solidarité nationale et tempérer les déceptions dues à la lenteur de la reconstruction, l'État a eu recours à l'attribution solennelle de croix de guerre et parfois même de la Légion d'honneur. À ce titre, la ville de Noyon est ainsi décorée le 11 juillet 1920 en reconnaissance du pays pour les sacrifices supportés par sa population pour la défense nationale. Cette fastueuse cérémonie est immortalisée par 2 artistes dans 2 points stratégiques du centre-ville. D'abord par Émile Pinchon, sculpteur, sur les bas-reliefs du monument aux morts, et par son frère, l'illustrateur de Bécassine, Joseph Porphyre Pinchon, sur une peinture qui orne l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville, qui mène donc à la salle du conseil et à la salle des mariages. Quant aux 2 décorations, elles sont toujours aujourd'hui conservées et présentées dans le salon de la salle des mariages. La reconstruction de Noyon est ainsi marquée par des temps de cérémonies officielles, civiles ou religieuses, parfois un mélange des deux, comme lors de la pose de la première pierre de la première maison reconstruite de Noyon, cérémonie qui s'est tenue le 2 septembre 1919 sur la maison située aux 4 rue du Long-Pont, en présence du maire Ernest Noël. Il s'agissait de la maison de la veuve Léopoldine Couturier, qui était sage-femme, et la première pierre a donc été baptisée par l'archevêque de la cathédrale, Alexis Lagneau, après qu'on y ait placé sous elle une pièce d'or. Symboliquement, cette pierre a dû être déposée à son tour, en raison notamment des élévations des niveaux de sol de la chaussée, et elle a été déposée par nos prédécesseurs le 7 août 2013 au musée du Noyonnais, dans nos réserves, où elle se trouve toujours aujourd'hui. Alors, est-ce un signe de la progressive patrimonialisation de la reconstruction de Noyon? C'est possible. Toujours est-il que cette maison a été reconstruite très vite, sans attendre le plan d'aménagement de la ville, par 2 architectes, des noms de L'Écuyer et Jubot, avec une façade qui a été délibérément reculée par rapport à l'ancien alignement de la rue étroite, afin d'anticiper les velléités d'élargissement de la rue. J'aimerais évoquer avec vous une autre cérémonie en grande pompe, qui est la pose de la première pierre de la maison Calvin, le 6 juillet 1927. En 1918, la place au Blé, où avaient été conservées les traces pittoresques de la maison familiale Cauvin, jusque-là, est bouleversée par les bombardements. Avant le conflit, déjà, la Société de l'histoire du protestantisme français, ou SHPF, société savante, souhaitait déjà créer un lieu à la mémoire du réformateur, né à Noyon le 10 juillet 1509, cité qu'il quitta définitivement après son adhésion publique aux idées dites alors luthériennes en 1533. Après 1918, il ne reste de la maison d'origine que la cave voûtée, toujours conservée, ainsi qu'une volée de marches et une balustre d'escalier qui est toujours présentée telle une relique dans les collections du musée. Grâce à des souscriptions nationales, la SHPF se porte alors acquéreur de plusieurs emplacements, dont celui de la chambre réputée celle de Calvin, pour bâtir un musée en l'honneur du réformateur et des églises réformées du nord de la France. Le parcellaire est quelque peu modifié pour donner une visibilité directe à la maison depuis la place. De nombreuses photos témoignent d'ailleurs de l'événement et de l'assistance nombreuse qui a inauguré le chantier et la pose de la première pierre le 6 juillet 1927, puis du musée à différentes reprises pour les différentes salles du musée, notamment en 1930 et 1931. L'occasion est donc saisie pour redonner à la ville une place dans l'histoire de la Réforme, bien que la maison natale de Jean Calvin ait disparu pour l'essentiel avant les destructions de la Première Guerre mondiale. Et on profite alors que la place au Blé soit à reconstruire pour inventer une maison du XVIe siècle destinée à abriter un musée et à commémorer la figure du fondateur qui a pourtant laissé bien peu de traces dans sa ville natale, restée catholique. Le parti adopté par l'architecte Charles Le Trône, architecte 20 ans plus tôt du théâtre de Noyon, est donc celui d'une maison noyonnaise du XVIe siècle de style néo-gothique avec un rez-de-chaussée de pierre et un étage à pans de bois.
Ce phénomène d'invention chimérique d'une histoire commune se complète au cœur du quartier historique de l'érection d'un monumental monument aux morts, conçu par les architectes Eugène Chifflot et René Lefebvre, et décoré de sculptures en bas-relief d'Émile Pinchon. Carrefour laïque et point de ralliement entre la cathédrale, le palais épiscopal et la maison de Calvin, toute proche de la salle des fêtes, aujourd'hui théâtre du Chevalet, elle aussi reconstruite, il est revêtu de bas-reliefs érigeant en héros municipaux les protagonistes du conflit. Ce cône d'obus privé de son amorce a été érigé en 1924 et inauguré lors d'une cérémonie particulièrement émouvante le 22 mars 1925. 214 enfants portaient une pancarte mentionnant le nom d'un combattant tué et à l'appel du nom, les garçons répondirent « présent » et les filles « morts pour la France ». Cette période de transformation intense de la ville correspond à une véritable prise de conscience commune de l'histoire noyonnaise. Les premières fouilles, organisées à la cathédrale en 1922-1924 et dans le quartier de la Gare dans les années 30 et qui ont conduit aux fouilles de l'abbaye Saint-Éloi, manifestent en effet un désir renouvelé de préserver le passé noyonnais, avec à ces occasions notamment la création du dépôt lapidaire, la reconstruction et la restauration de l'ancien jubé de la cathédrale, par exemple. Ainsi, c'est le patrimoine noyonnais et plus encore l'identité de Noyon que l'on reconstruit, que l'on construit, et les collections municipales, grâce aux découvertes archéologiques, à la générosité d'artistes tels que Fernand Combes, Joseph-Félix Bouchor, ou d'édiles locaux tels que Hélène Porgès ou Abel Lefranc, sont nourris de sujets contemporains et nouveaux, comme la représentation des ruines de la ville. En l'absence de musée au sortir de la guerre, la bibliothèque du chapitre abrite dans les années 20 des expositions, comme celle de l'artiste Fernand Combes en 1921. L'hôtel de ville même, en 1931, présente une exposition rétrospective du Noyonnais, chargée de montrer au public les nouvelles acquisitions patrimoniales. Un troisième lieu, la salle des fêtes communale, construite donc par Charles Le Trône en 1903 et 1908, je la mentionnais tout à l'heure, restaurée après la guerre et notamment sur sa façade, sert d'écrin à la donation du peintre parisien Joseph-Félix Bouchor en 1936, qui fait don de 288 tableaux à la ville et à la société historique. Les bâtiments patrimoniaux acquièrent un rôle central dans la reconstruction de la ville. Les musées de Noyon s'affirment comme l'un des creusets de la reconstruction, comme des musées construits pour faire perdurer le souvenir du passé de la ville qui a volé en éclats dans les bombardements. La ville se dote ainsi de nouveaux équipements afin d'abriter les collections récemment constituées et compilées durant la reconstruction de la ville pour l'essentiel. Ils sont le fruit d'une invention donc collective menant à la construction d'un patrimoine commun. La première reconstruction de la ville de Noyon, au-delà de ses transformations urbaines, est donc une reconstruction patrimoniale qui aboutit à l'édification des musées et à la constitution de leurs collections. Ainsi, après la guerre, la ville a fait face à une perte d'identité qui peut d'une certaine façon toujours être vue en reconstruction aujourd'hui. Noyon la ville de marché, Noyon l'industriel, Noyon cité épiscopale et médiévale, Noyon gallo-romaine, autant de visages entre lesquels on hésite sans oser pencher davantage vers l'un ou vers l'autre, et la balance semble continuer d'osciller entre l'éternel dilemme de la tradition et de la modernité. L'histoire de la reconstruction de Noyon semble ainsi se nicher là, dans cet étroit intervalle qui veut préserver l'identité historique perdue d'une cité 2 fois millénaire, bien que l'essentiel de ce patrimoine historique soit perdu, tout en se réservant le droit de bâtir du neuf, du moderne. Ce paradoxe a dessiné la ville telle qu'elle l'est aujourd'hui. Les choix effectués, en schématisant quelque peu, de reconstruire l'ancien avec du neuf, la charpente de la cathédrale, de reconstruire ex nihilo en réinventant ce qu'aurait pu être l'ancien, au musée Calvin par exemple, de reconstruire à l'identique, comme au palais épiscopal, ou de reconstruire du neuf, tout en y intégrant des réminiscences régionales, comme à la Gare, le montre bien. Cette fabrication du patrimoine nous interroge donc sur les façons de préserver ce patrimoine, de le réhabiliter, de le mettre en médiation, de le partager avec les publics d'aujourd'hui, qui sont les enjeux constants de nos services au quotidien. Je vous remercie. Merci, Cécile Pétigny. Nous avons entendu parler notamment d'un acteur que j'aurai certainement l'occasion d'évoquer, qui est Charles Le Trône,
Il me semble me souvenir que Charles Le Trône est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Murs et toits du pays de chez nous », qui a eu son importance notamment dans l'évolution et la doctrine régionaliste dans le cadre de la reconstruction. Le fait qu'il soit opérant à Noyon n'est sans doute pas un hasard. Je vais donner la parole à Dominique Dandoven, qui est lui aussi historien et conservateur au musée in Vlandersfields à Ypres, qui est chargé aussi de cours et chercheur. Il est le commissaire d'une exposition qui s'intitule Phénix, que j'ai appris à orthographier d'une curieuse manière, F-E-N-I-K-S, voilà, qui aura lieu, si je comprends bien, entre mars et novembre 2020. Voilà. Il me semble que nos collègues universitaires belges ont commencé ces études sur la reconstruction il y a déjà longtemps. Je me souviens que nous avions une sorte de bréviaire qui s'appelait Résurgam, qui était le résultat d'un colloque qui date un peu maintenant, assez intéressant, avec notamment des articles de spécialistes du régionalisme également, qui étaient Luc Verpoust par exemple. Et donc, à propos d'Ypres, c'est une question évidemment essentielle. Je dois préciser aussi que les membres de la Société académique du Touquet-Paris-Plage ont évoqué, il n'y a pas longtemps, de manière très émue, la ville d'Ypres et la manière dont ils avaient été reçus dans le cadre des commémorations, puisque le Touquet, en fait, Ypres s'est déplacé en région Hauts-de-France et en France pendant un moment, puisque la ville du Touquet-Paris-Plage a accueilli des réfugiés, ce qui a laissé une trace extrêmement vivante dans la ville d'Ypres, un peu moins vivante dans la ville du Touquet-Paris-Plage. Mais pas beaucoup moins que la vôtre, en tout cas. Je vous donne la parole. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je veux remercier les organisateurs de m'avoir invité comme le seul intervenant étranger, en tant que petit Belge. Et comme vous l'entendez, je ne parle pas ma langue maternelle qui est le flamand. Donc, veuillez m'excuser si je fais des fautes ou si je dois un peu chercher mes mots. Mais de toute façon, je crois toujours que mon français est meilleur que votre flamand. Donc, je dois aussi m'excuser je vais me tourner parce que je vais surtout m'appuyer sur les diapositives et je ne peux pas les voir d'ici. Oui, mais comme ça, je ne peux pas voir les textes. Donc, hop. Non, mais je ne vais pas... n'ayez pas peur. Voilà. Bon, voici Ypres en 1913, un des 9 autochromes qu'on a de la ville avant la destruction, avec bien au centre... Est-ce que ça marche à peine? Non, je ne vais pas l'utiliser. Donc, au centre, les fameux halles et derrière les halles, la cathédrale, les halles, qui deviendront un peu le symbole de la destruction et puis de la reconstruction d'Ypres. Ces halles, c'était vraiment une icône de l'architecture gothique profane médiévale, par certains, évidemment, surtout par les Yprois, considéré comme le plus grand bâtiment civil en style gothique, 130 mètres de longueur, 70 mètres de hauteur, le beffroi. Un exemple qui, dans le 19e siècle, était l'exemple à émuler pour les architectes néo-gothiques et notamment les architectes victoriens en Grande-Bretagne ou dans l'Empire britannique. Et en arrivant à Londres, à la gare de Saint-Pancras, immédiatement vous reconnaissez des éléments qui ont été copiés de, par exemple, l'Autra d'Ypres, mais il existe aussi une copie de ces halles à Calcutta, en Inde. Le palais de justice de Bengale est une copie des Allotras de Ypres. C'est un peu ironique. Aujourd'hui, cette copie est plus ancienne que l'original, mais ça fait aussi partie de cette histoire de la reconstruction. Et puis, la guerre éclate, et déjà le 22 novembre 1914, donc assez tôt dans la guerre,
c'est Allodra et puis quelques heures après aussi la cathédrale sont incendiées. Ils ont été bombardés par des obus incendiaires et les Allodra deviennent avec la cathédrale de Reims, avec le beffroi d'Arras et plus tôt dans la guerre, la bibliothèque universitaire de Louvain, un exemple de la barbarie culturelle des Allemands et est devenu un élément de la propagande alliée. Évidemment, cet incendie de la Allodra qui abritait, ce n'était pas seulement un marché couvert, mais il abritait aussi l'hôtel de ville, etc. Donc, déjà avant la guerre et bien depuis le Moyen-Âge, les Allodra, c'était le cœur de la ville et de la société communale à Ypres. Et évidemment, cet incendie de la Allodra est aussi un grand choc pour la population locale qui, à ce moment-là, ne sait pas encore tellement... Il y en a qui se sont enfuis déjà, mais il y a encore une grande partie de la population qui est encore en ville. Et puis, la ville va être détruite au fur et à mesure, de plus en plus, jusqu'à 100%. La raison pour cette destruction totale, et le chiffre d'une destruction à 100% est officiel. Hein, donc en 1919, on va déclarer la ville d'Ypres détruite à 100%. L'explication pour cette destruction complète est évidemment le saillant d'Ypres. Le saillant d'Ypres que vous voyez ici sur une carte dite de tranchée britannique. Ça, c'est le saillant d'Ypres comme il existait entre 1915 et 1917. Mais il a à peine bougé. Donc, ça veut dire pendant 4 ans, le front se trouve au nord, et 4 ans, littéralement 4 ans, entre octobre 14 octobre 18, le front se trouve au nord, à l'est et au sud de la ville, à une distance entre au maximum 11-12 km et au minimum 2 km du centre-ville de la Grande Place. Donc pendant 4 ans, les obusiers allemands, les canons allemands tirent sur la ville et voilà, c'est l'explication pour cette destruction quasi, pas quasi, mais totale. Ce saillant d'Ypres a été tenu surtout par des troupes britanniques, de tout l'Empire britannique, mais quand même, il y avait aussi une présence très importante française à certains moments, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc la première attaque au gaz, le 22 avril 1915. Moment qui est aussi important pour notre histoire, parce que c'est juste après cette attaque au gaz, que les habitants qui se trouvent encore en ville sont évacués. Et donc, dès mai 1915, il n'y a plus d'habitants de Ypres à Ypres. Ça veut dire qu'entre mai 1915 et, disons, mai 1919, quand les premiers vont revenir petit à petit, il n'y a aucun habitant qui habite Ypres. Donc, la destruction de la ville, 1919, c'est un nouveau année zéro pour la ville, bien pour la reconstruction, mais aussi pour la reconstruction sociétale de cette société communale, en fait. Voilà, la ville en 1918. Et vous voyez qu'à part de quelques vestiges, de quelques monuments, il y a là le droit, là, et la Grande Place qui est un des plus grands de la Belgique, donc une très grande place, vous voyez, et la cathédrale juste en dessous. Et puis un an plus tard, la ville d'Ypres en 1919. Donc vous voyez bien, le niveau de destruction est à 100%. Il n'y a que les remparts qui ont survécu plus ou moins. Et dans toute la ville, il y a 5 façades qui miraculeusement ont survécu. Mais que les façades, rien d'autre. Alors, il y a les questions, comment va-t-on reconstruire? Est-ce qu'on va reconstruire? Et c'est un débat qui va déjà déclencher pendant la guerre. Et il y a 2 débats. L'un que je vais évoquer d'abord, c'est ce débat entre modernistes et traditionnalistes, et puis le débat, est-ce qu'il faut reconstruire Ypres, une ville qui est détruite à 100%. Et un des personnages le plus importants dans toute l'histoire de la reconstruction d'Ypres
est le personnage de Jules Coomans. Jules Coomans était un architecte néo-gothique, typique de la fin du 19e siècle. Et Coomans est devenu architecte de la ville depuis la fin du 19e siècle, 1890 et quelque chose. Je suis belge, hein, 90 et quelque chose. Et c'était sa tâche de restaurer les immeubles, les halles et la cathédrale, donc les immeubles importants de la ville. Donc c'était un projet de restauration qui devait durer 25 ans. Fin prévue 1915. Donc vous voyez la tragédie personnelle pour ce personnage de Jules Coomans qui, pendant presque 25 ans, travaille à la restauration de ces monuments et au point culminant, c'est-à-dire la restauration des halles, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en 1914, la halle est en échafaudage. On est en train de la restaurer. Et donc, il y a en plus l'ironie que cet échafaudage a aidé cet incendie à se répandre. Et donc, Coomans, dès que la guerre éclate, a une nouvelle mission. La nouvelle mission, c'est d'abord restaurer la ville et puis, une fois qu'on réalise que la ville sera complètement détruite, de reconstruire la ville. Et déjà en 1916, il fait des plans, comme celui à gauche, projet de restauration du Beffroi. Il publie des documents tels que quel est le style à préconiser pour la reconstruction des monuments et éventuellement de certaines habitations. Et ce qu'il évoque, c'est qu'il est l'avocat principal d'une reconstruction dite à l'identique. Et puis, de l'autre côté, il y a les modernistes. Et par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une carte postale, une des deux cartes postales écrites par Piet Mondrian, le grand peintre, le grand artiste abstrait hollandaise, qui répond sur une enquête menée par Huip Hoste. Huip Hoste était un architecte bourgeois qui, pendant la Première Guerre mondiale, s'est enfui en Hollande. Il était en exil en Hollande. Et là, il est sous l'influence du De Stijl, donc, auquel Mondrian et Van Doesburg appartenaient. Et Huip Hoste il voit que ce tabula rasa de la Première Guerre mondiale, ça peut créer une opportunité pour une architecture moderne. Et donc, vu le symbole qu'est la Allodra, il va lancer une enquête auprès d'artistes, architectes, hommes littéraires, etc. Que pensez-vous qu'il faut faire avec la Allodra de Ypres? Et quand même, il y a des réponses qui sont assez remarquables. Il y en a qui sont moins remarquables, des gens comme Van Doesburg, le grand théoréticien, c'est ça, le grand théoréticien du De Stijl, qui dit que tabula rasa, il faut faire quelque chose de moderne. Mais il y a quand même des réponses plus surprenantes. Par exemple, celui de Piet Mondrian qui dit je témoigne de ma sympathie pour l'idée de la reconstruction des halles de Ypres. Bien que je sois en faveur du nouveau, évidemment, d'un point de vue esthétique, historique, artistique, national et international, la reconstruction me semble souhaitable. Puis il y a d'autres qui, aussi modernistes, mais dans une autre direction, ce sont les avocats, je dirais, de l'idée de cité-jardin. Déjà début 1915, il y a une grande conférence à Londres sur la reconstruction des régions dévastées après la guerre. Et cette conférence est organisée par la Société des cités-jardins, avec l'idée que si on peut utiliser cette opportunité que va créer la destruction de la guerre pour moderniser surtout les quartiers ouvriers et on peut les transformer en cités-jardins. Il y a même une proposition assez utopique qui propose de traiter toute la Belgique en tant qu'un grand cité-jardin. Évidemment, loin de cela a été réalisé.
Mais vous voyez que aussi pour la ville d'Ypres, il y a de telles propositions qui ont été élaborées par surtout de jeunes architectes. Ce sont des propositions qui n'ont jamais été réalisées. Et on voit que pas uniquement à Ypres, mais aussi dans les autres villes sur l'ancien front, dans la région dévastée, que si des cités-jardins ont été créées, c'est jamais en centre-ville, c'est toujours en dehors, extramuros, je dirais. Puis la question, faut-il reconstruire Ypres? Voilà, la Grande Place et la Allodra en 1919. Il faut tenir compte du fait que déjà en 1914, c'est à Ypres, pendant la première bataille d'Ypres, que l'original British Expeditionary Force, donc l'ancienne armée britannique professionnelle, a été décimée. Et donc déjà, fin 1914, Ypres, dans la presse britannique, est nommée une ville sacrée pour l'armée britannique. Évidemment, la deuxième bataille, la troisième bataille surtout, bataille de Passchendaele, n'ont que renforcé cette idée. Et donc, Ypres est appelé Holy Ground, terre sacrée pour les Britanniques. Vous pouvez un peu le comparer avec Verdun pour les Français. Et Verdun est aussi, même dans la terminologie, voie sacrée, etc., il y a bien des équivalents là-dessus. Il faut aussi tenir compte du fait que l'occupation britannique, occupation amicale, mais quand même occupation britannique, dure jusqu'en 1920. Donc en 1919, les Britanniques sont encore à Ypres. Il y a un commandant de place britannique, etc. Les militaires sont là. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a Winston Churchill. Winston Churchill, qui est ministre de la Guerre en 1919, mais qui est aussi président de la commission des sépultures de guerre britannique, de l'Empire britannique, et il lance cette volonté. Je dois que je mentionne, je lui citais, le 21 janvier 1919, il s'adresse à la commission des sépultures britanniques. Je dois mentionner une commission en ce moment, ce désir que j'ai, je voudrais acquérir le tout des ruines de Ypres. Je ne sais pas combien de membres ici autour du table ont visité Ypres, mais un monument plus joli que Ypres, dont la lumière de l'après-midi ne peut pas être conçue. Un endroit plus sacré pour la race britannique n'existe pas dans le monde. Et puis il continue comme ça. Donc, il exprime la volonté d'acquérir le tout des ruines d'Ypres pour l'Empire britannique. Évidemment, Winston avait un peu oublié que Ypres était en Belgique et pas en Empire britannique, mais quand même. Mais de leur point de vue, c'était une volonté légitime. Il n'y avait plus d'habitants, la ville n'existait plus, et autour de cette ville, presque 300 000 Britanniques ont trouvé leur mort. Et pas seulement 300 000 Britanniques, mais des Britanniques venus de tous les coins de l'Empire britannique. C'est aussi important. C'est un champ de bataille, comme il a duré 4 ans, qui était vraiment très multinational, multiculturel, et où tous les parties de l'Empire ont été représentées. Donc, comme je viens de dire, Winston avait oublié que Ypres était un endroit belge, et contre lui, il trouvait les habitants de la ville menés, dirigés par le bourgmestre, donc l'équivalent du maire, le bourgmestre député Collard qui était catholique, donc du parti catholique, assez conservateur, et un partisan même ami de Jules Coumans, l'architecte de la vie. Et comme M. Klein l'a évoqué, le conseil communal d'Ypres, l'administration communale d'Ypres et le bourgmestre se sont exilés au Touquet Paris-Plage depuis l'été 1915. On leur a donné quelques villas, et puis toute l'administration communale, le secrétaire de la ville, le bourgmestre, quelques adjoints, la bibliothèque, se trouvaient tout au Touquet. Et c'est au Touquet, le 23 février 1919, qu'il y ait une réunion du conseil communal de Ypres. Ils se réunissent pendant, je crois, 13 heures ou quelque chose dans la mairie du Touquet. Et vous pouvez lire avec moi les
délibérations. On se souvient, voilà, le dimanche 23 février, la reconstruction de la ville d'Ypres. Et je cite Collard, le bourgmestre, lors de notre dernière réunion à Paris en 2017, réunion qui n'avait aucun caractère officiel, notre collège avait déjà émis à l'unanimité le vœu que la ville d'Ypres fût reconstruite dans son enceinte actuelle. C'était là une première réponse à ceux, Churchill et les Britanniques, qui étaient d'avis qu'il fallait conserver la ville en état de ruine. Et donc, cette réunion à Paris 17 n'était pas officielle. La réunion au Touquet, le 23 février, était bien officielle. Donc, c'est le conseil communal d'Ypres qui évoque cette volonté. Là, je dois quand même insister de la différence avec la France. En Belgique, les communes ont beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus d'autonomie. Donc, c'est une tradition qui date depuis le Moyen-Âge. L'État belge a toujours été moins centraliste, je dirais. Et donc, ça, c'est vraiment... Les communes en Belgique ont toujours eu beaucoup de pouvoir autonome, donc, et un esprit assez indépendant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tellement anormal. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Sur le terrain, le 14 juillet 1919, il y a une rencontre entre des représentants du gouvernement britannique et du gouvernement belge. Et le bourgmestre Collard n'est pas présent. Selon moi, je suis convaincu que son absence est stratégique. Donc, il était bien en ville, mais il ne voulait pas assister à cette réunion. Et à cette réunion, on va décider sur une sorte de compromis. Je répète, c'est un compromis entre l'État belge et l'État britannique, et donc la commune, la ville d'Ypres, n'est pas formellement représentée. Et qu'est-ce qu'on va décider? On va décider de créer au centre-ville une zone de silence. Et cette zone de silence est une sorte de parc dans lequel les ruines seront conservées. Autour de cette zone de silence, la reconstruction est permise. Mais dans cette zone de silence, les ruines seront conservées en tant que monument commémoratif. Le bourgmestre Collard va porter plainte une semaine plus tard, en écrite. Il dit, oh, on n'est pas d'accord, on n'est pas consulté, etc. De là, ma conclusion que son absence était plutôt stratégique, parce que s'il était présent, il était fort minoritaire entre ces représentants des deux gouvernements. Un autre opposant de Collard et les Ypres était en fait le commandant de place britannique, Beckles-Wilson, qui était un colonel, un hyper-impérialiste britannique, je dirais, colonel canadien, mais qui s'est rétabli au Royaume-Uni plus tard. Et il va ériger des panneaux comme celui-là, hein, This is holy ground. C'est du terre sacré. Aucun pierre de cette construction peut être ramené. C'est un patrimoine pour tous les peuples civilisés. Et vous voyez qu'il y a un soldat qui monte la garde. Parce qu'il y a déjà quelques habitants qui sont rentrés, qui sont retournés et qui veulent construire. Et il y en a qui vont récupérer des pierres et du matériel des ruines comme celle de la cathédrale que vous voyez ici ou de la Allodra juste derrière. Aussi en 1919, on voit immédiatement ce tourisme de guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui tourisme de mémoire, ce qu'on appelait plus souvent à cette époque-là des pèlerinages au front. On estime que déjà en été 1919, 60 000 visiteurs ont visité Ypres, les ruines Ypres. Ypres où il n'y a rien, hein, parce qu'il y a quelques baraquements, et vous voyez comment les visites se font, et dans quelles circonstances. Et puis on peut se demander qui va s'établir à Ypres à ce moment-là, été 19. Ben,
sont en fait ceux qui n'ont rien à perdre dans leur lieu d'exil, parce qu'ils sont trop pauvres, ou ce sont ceux qui voient des opportunités. Par exemple, des hébergistes, restaurateurs, etc., hôteliers, qui vont construire un petit baraquement pour y accueillir ces pèlerins. Une autre photo, la place de la gare 1919, et vous voyez ces baraquements. Ce que vous ne voyez pas sur ce genre de photos en noir et blanc, c'est les couleurs. Par exemple, on sait que le commandant de place, Beckles-Wilson, se plaint de temps en temps que là, il y a de nouveau un baraquement, un restaurant qui est peint en bleu ou en vert, très criante, et cela désacralise cet endroit sacré, ce qui est Ypres. Et en plus, ce sont souvent des gens qui viennent de Bruxelles et des hébergistes, et ils s'appellent, par exemple, comme vous voyez ici, restaurant Skindles. Et donc, les pèlerins croient qu'il s'agit de Britanniques. Donc, il est vraiment très contre ce tourisme de l'immédiat après-guerre. De plus en plus, surtout depuis l'été 1919, il y a le retour des habitants. Jusqu'en été 19, c'est très calme. On sait par exemple, fin avril 1918, il n'y a que 125 habitants de Ypres qui sont retournés. 125 sur une population de 17 000 intramuros, 17 000 avant la guerre. Mais après l'été 19, malgré les efforts du gouvernement belge de retarder le retour et de dissuader des permis de retour, on voit qu'au fur et à mesure, il y a des habitants qui rentrent à Ypres, bien que jamais plus que 2/3 de la population originale sont retournés. Donc on sait qu'on a perdu 1/3, surtout 1/3 assez bourgeoise, qui a préféré de s'établir ailleurs que dans cette ville complètement détruite. Mais il y a aussi ce que j'appellerais des batailles d'arrière-garde britanniques. Par exemple, le même Beckles-Wilson, qui était commandant de place, va publier encore en novembre 19 son proposition de garder les ruines d'Ypres et de les transformer dans une sorte de parc commémoratif, nécropole gigantesque. Je ne viens que de découvrir cette image il y a un mois. Et ce qui est très frappant pour moi personnellement, c'est que moi j'habite là. Donc j'habite au plein milieu d'un suggested burial ground, voilà, selon les Britanniques. Donc les Britanniques ils vont perdre de plus en plus le pari, surtout parce qu'ils demandent une expropriation assez importante, mais sans vraiment offrir de récompensation financière. Il y a aussi cette indépendance et cette autonomie de la commune. Et à la fois, ils demandent qu'on leur permet de construire un monument important à Ypres. Et ce monument important à Ypres, qui finalement va devenir la porte de Menin, est un peu le quid pro quo pour la conservation des ruines. À un moment donné, le gouvernement belge et les habitants d'Ypres vont dire aux Britanniques mais oui, si vous voulez, ce grand monument, la porte de Menin, ce grand monument disparu et à la fois archi-triomphal, parce qu'on ne peut pas dénier la forme de ce qu'elle a. Si vous le voulez, il faut quand même nous permettre de reconstruire nos immeubles. Et donc, la porte de Menin va être utilisée comme une sorte de quid pro quo, et dès 1925, les Britanniques vont dire que, voilà, on n'insiste plus sur le maintien des ruines des Allodra et de la cathédrale. Et dès là, même que jusqu'à la fin des années 20, on va garder une partie des ruines, on va quand même commencer à faire les
les plans, à dresser les plans, etc. Mais vous voyez là, à gauche encore les ruines de la Lodra vers l'année 1930. Et à droite, c'est la première carte touristique de Ypres. Vous voyez que aux alentours de la grande place, les quartiers ont été reconstruits et que la cathédrale et la Alodra sont encore en ruine. Et la cathédrale, on a déjà commencé en fait la reconstruction. Voilà la situation en 1930. La cathédrale est déjà en pleine résurrection. Apparemment, l'église avait beaucoup plus d'argent que la ville de Ypres, où ont reçu leur dédommage de guerre beaucoup plus tôt que le gouvernement communal. Mais vous remarquez aussi que les maisons privées, les hôtels particuliers dans la grande place ont été reconstruites. Et la première partie de la Alodra qui sera reconstruite, c'est le beffroi. Évidemment, le beffroi comme symbole de cette gloire médiévale qui était Ypres. Chose aussi remarquable, c'est que la cathédrale sera reconstruite beaucoup plus gothique qu'elle était avant. Quand j'appelle de temps en temps, je commence le dernier des architectes néogothiques. Tout ce qui était élément baroque de cette cathédrale, il va le supprimer. Donc uniquement reconstruire ce qui était déjà gothique et même améliorer un peu style Viollet-le-Duc, mais moins hardi quand même. Voilà la situation à gauche entre 1935 et 1940. Donc, la cathédrale est achevée, le beffroi est achevé, le reste des halles en ruine. Pendant qu'à droite, la situation entre 1945 et 1967, c'est la date 1967, où la reconstruction de la Alodra et de l'hôtel de ville sera achevé. Et l'hôtel de ville qui, entre 1920 et 1967, se trouvait dans un autre immeuble, peut finalement reprendre son ancien endroit, ici, à côté droite de cet Alodra. Comme à Arras, comme à beaucoup d'autres villes, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est une reconstruction plus ou moins à l'identique, mais à l'intérieur de la Alodra et surtout à l'intérieur du beffroi, c'est tout du béton. Hein. C'est un squelette en béton et puis il y a ces pierres naturelles qui sont autour. Et maintenant, voici mon bureau, aussi le musée. Les musées, je dois dire, parce qu'on en a deux dans le même immeuble. L'Inflanders Fields Museum à gauche et le Ypres Museum, donc le musée sur l'art et l'histoire de la ville. Ce sont aussi les deux musées qui sont en train de préparer des expositions sur la reconstruction de Ypres et de la région. Le Ypres Museum qui traite l'histoire de la ville sur le rétablissement de la société communale de la ville et le Inflanders Fields Museum qui va se focaliser et Phoenix, le KS, c'est parce que c'est un mot c'est écrit en flamand, mais on le comprend dans toutes les langues. Donc on va retenir le Phoenix avec IKS. C'est un peu exotique aussi. Hein. Et le Phoenix, c'est l'histoire de la reconstruction des régions dévastées en Belgique après la Première Guerre mondiale, donc beaucoup plus large. Ce qui est important, c'est que si vous voulez voir l'immeuble comme il est aujourd'hui, n'hésitez pas et ne tardez pas parce que fin 2020, on va commencer une restauration énorme, et vraiment énorme, parce que par exemple les 4 tourelles du coin vont être déposées, oui, ainsi que le toit du beffroi. Il inclut le carillon et tous les niveaux, toute la squelette en béton. Donc on doit refaire la reconstruction 100 ans plus tard en fait. Et pendant une dizaine d'années, elles ou ils seront en échafaudage. On a un peu peur parce que la dernière fois qu'il était en échafaudage, c'était la Première Guerre mondiale, donc on ne sait pas ce qui va... Mais ce qui est important, c'est que de nouveau,
reconstruction identique, mais pas uniquement reconstruction identique, mais la Allodra aussi repris sa fonction comme cœur battant de la ville même, de la communauté qui habite des Ypres. Puis quelques mots sur les hôtels particuliers, parce que évidemment, les Allodra, c'est le symbole de la reconstruction, mais il y a aussi la question des hôtels particuliers. Là, on voit que surtout, c'est un panorama de Ypres 1924-1925. Donc on voit que cette reconstruction d'hôtels particuliers, de maisons particulières, a été assez vite, parce qu'on n'a que commencé en 1921. On devait attendre les plans d'aménagement, les plans de construction, etc. Et ce n'est qu'en 1921 que les premières maisons définitives ont été reconstruites. Et la majorité des maisons particulières ont été reconstruites entre 1922 et 1925. À part, je vais aussi remarquer, ça veut dire qu'on a aujourd'hui une ville, une centre-ville, qui est très homogène, mais comme toutes les autres villes reconstruites, qui est en train d'agir au même rythme. Ça veut dire qu'il y a des défis qui se posent de comment conserver, comment préserver cette homogénéité dans la ville. Je crois que nous ne sommes pas les seuls à avoir ce défi. Quelques reconstructions vraiment à l'identique. Je vous montre la maison des bouchers qui abritait le musée municipal avant 1914. Le musée municipal, je viens de visiter le musée ici à Saint-Quentin, mais par exemple, la collection du musée municipal, on l'a complètement perdue. Il n'y a aucun objet, aucune peinture, aucune œuvre d'art qui a été sauvée, comme il a été incendié déjà en début novembre 1914. Mais vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une reconstruction à l'identique, tellement identique que même le bois utilisé pour tout ce qui est charpente à l'intérieur est du même. Si c'était du chêne avant la guerre, c'était de nouveau du chêne pendant la reconstruction. Donc pour moi, c'est l'exemple le plus identique en fait. Mais aussi pour des maisons particulières, au jardin public qui était un café. Il y a quelques éléments de la reconstruction en général de maisons particulières à Ypres, mais pas seulement à Ypres, aussi à Dixmude, à Furnes, à Nieuport, toutes ces villes, petites villes flamandes du front en Belgique. Par exemple, l'utilisation des briques jaunes, mais souvent uniquement pour la façade. Parce que les briques jaunes, ça ne vient pas de notre région, ça vient des polders. Donc ça veut dire qu'il y a le coût de transport, ça les rend plus chers. Et donc, on va uniquement utiliser ces briques jaunes pour les façades et souvent, le reste de la maison est en briques rouges issues de la région même. Souvent, sur un plinthe en pierre naturelle, très clair, une inspiration traditionnaliste régionale, ce qu'on appelle de temps en temps néo-renaissance flamande. Et puis, très souvent, sur beaucoup de façades, mais on les voit aussi ici, des dates commémoratives. Et par exemple, si vous regardez la reconstruction à gauche, il n'y a pas uniquement la date de construction originale, 1679, qui ont été refaits, mais juste au-dessus, c'est 3 pierres commémoratives. Vous ne pouvez pas le lire, mais ils portent les dates de construction, première construction, de destruction, 1915, et puis de reconstruction, 1922. Donc il y a en fait un résumé de l'histoire de cet immeuble. Et surtout aussi les décorations en maçonnerie. On le voit partout. Dans beaucoup de ça, c'est ad random, quelques photos d'immeubles à Ypres. La centrale en bas, c'est la maison où habitait l'architecte Koemans. Donc vraiment là, un modèle de comment il voulait que les hôtels particuliers à Ypres soient reconstruits. Avec des travées copiées des maisons bourgeoises, par exemple, à gauche en haut, des travées qui sont dans une sorte de niche, petite niche. Ces dates commémoratives avec décoration en maçonnerie, 1923, à gauche en bas, 1923, là au milieu, en haut, et même miroité.
Donc on peut lire 1923, et puis de l'autre côté du pignon, il y a aussi 1923, mais en miroir. Et bien que normalement on va choisir pour cette néo-renaissance flamande, il y a des exceptions. Et les exceptions ne sont pas toujours par hasard. Par exemple, à droite en bas, c'est l'école moyenne de l'État. Et l'école moyenne de l'État, au contraire aux écoles catholiques, ce sont des écoles laïques, plus rationalistes. Donc, eux, ils ne vont pas adopter ce style plutôt néo-gothique. Ils font un style plus rationaliste, d'où ce choix pour plutôt un néoclassicisme. Mais il y a aussi quelques... bien qu'il s'agisse d'architecture traditionnaliste, on remarque quand même quelques concessions à la modernité. Par exemple, quelqu'un qui avait un magasin veut une vitrine, un étalage bien large. Donc on va intégrer des étalages bien larges dans ce qui autrement est une architecture bien traditionnaliste. Ou quelqu'un qui a déjà une voiture veut un garage. Donc le garage intégré dans la construction. Il y a même quelques absurdités, des folies qui sont reconstruites. Par exemple, cette petite maison, toute petite maison, il y en a 4 de ces maisons qui peuvent, c'est peut-être 2 mètres sur 3 mètres, petite maison qui n'avait presque aucune fonction. C'est une maison, on l'appelait la Mingue parce qu'il y a le marché aux poissons, et une fois par semaine, pendant 1 heure, c'était utilisé parce que les marchands devaient payer leurs taxes de marché là, mais autrement, il n'y avait aucune fonction. Bien qu'on l'a reconstruit. On peut se demander pourquoi on l'a reconstruit. Ben, selon moi, aussi, ça démontre bien que la reconstruction était aussi une sorte de thérapie. Une thérapie, donc ça me fait interroger de la volonté de recréer l'environnement qu'on a connu d'avant la guerre, un peu comme vous l'avez évoqué pour Noyon, donc de reconstituer le foyer qu'on a connu. Donc une sorte de thérapie pour surmonter les traumatismes de la guerre, de la destruction et de l'exil. Même dans l'absurdité. Je vous montre cela, mais il y a aussi les toutes petites ruelles qui n'avaient presque aucune fonction dans le plan de la ville. C'est plein de choses. On peut aussi se demander si la reconstruction a vraiment été achevée, car on voit par exemple des pignons où on n'a jamais fini les décorations. À un moment donné, il y avait un historien de l'art dans les années 80 qui disait « Ah, c'est remarquable, on a une décoration art déco dans ce pignon néoclassique. » Mais non, ce n'est pas une décoration art déco, c'est juste on n'avait plus l'argent pour payer le sculpteur, c'est tout ça. Mais aussi, par exemple, la demande d'une association locale de reposer la statue de Saint-Nicolas, mais un Saint-Nicolas sans barbe, sur la chapelle de l'hôpital Belle. C'est une statue qui a été placée il y a 15 ans. Il y a aussi beaucoup de telles propositions, par exemple, de remettre les statues de la Laudra, bien qu'il s'agissait les statues qu'il y avait en 1914 dataient du milieu du 19e siècle. Donc on peut se demander mais c'est vraiment, on voit que cette reconstruction de Ypres continue. Un autre exemple de cette reconstruction qui continue, ce sont les objets retournés. Il ne passe aucune semaine sans qu'un objet qui a été pris comme souvenir, on peut dire volé ou pillé, que des objets qui ont été pris comme souvenir par des soldats australiens, des soldats britanniques, français, dont quelques cas sont retournés par leurs descendants. Je vais vous donner 2 exemples de la semaine passée, d'une collection allemande, mais avec inscription britannique, d'un missal du XVIIe siècle, dans lequel il y a le nom du propriétaire au XVIIIe siècle, je crois, vu l'écriture. Et puis il y a remarqué dans une écriture beaucoup plus moderne, « Taken from the ruins at Ypres
et le nom d'un officier britannique. Et puis, aussi la semaine passée, en fait, il y a 3 semaines, je ne peux pas mentir, un petit figurine de Bacchus qui vient d'une maison particulière d'Ypres, qui nous est renvoyé de l'Australie. Donc là aussi, moi, je considère comme une partie de reconstruction inachevée. Même en plein rue, ce que vous voyez à gauche, c'est une photo de 1999. À droite, c'est une photo que j'ai prise l'année passée, du même endroit. En 1999, comme pour la première fois, j'ai fait avec mes collègues une exposition sur la reconstruction. Au centre-ville d'Ypres, on avait encore au moins 3 trous, c'est-à-dire des trous dans le tissu urbain. Donc des sites abandonnés sur lesquels on n'avait plus reconstruit depuis la Première Guerre mondiale. Peut-être parce qu'on ne sait plus qui étaient les propriétaires ou les propriétaires n'ont jamais réclamé leur terrain ou leurs dédommages de guerre. Et après X années, X décennies, ces terrains sont considérés comme libres, sont revendus, sont vendus par la ville, et puis la reconstruction a continué. Donc ces 3 trous dans le tissu urbain qui existaient encore il y a 15 ans ont disparu. Et finalement, c'est aussi une reconstruction, la reconstruction Ypres, qui inspire encore des reconstructions aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le site web de l'Association des Amis du Palais de Berlin, donc le palais impérial, le Stadtschloss, qui se trouvait en centre-ville, qui sont en train de reconstruire pour l'instant. Donc, cette association mentionne Ypres 36 fois dans leur site web. Aussi, concernant la reconstruction du Frauenkirche à Dresde, là aussi, on a eu la visite de l'architecte en chef, l'ancien architecte en chef, le nouveau architecte en chef. Je dois vous dire, l'intérêt allemand n'est pas nouveau, parce qu'un certain Adolf Hitler, en 1942, lorsque les Alliés ont commencé à bombarder Lübeck, il disait « Oui, mais au bout de compte, on va reconstruire Lübeck plus jolie qu'elle était. » Et allez, on a vu Ypres. À Ypres, on a fait la même chose, on peut aussi le faire. Ouais. Aussi chez vous, j'ai eu visite d'une journaliste du Figaro fin juillet. Donc, il y avait une série dans le Figaro sur le débat de la reconstruction de Notre-Dame, où on a évoqué la reconstruction de Ypres dans ce contexte. Ou même en Syrie, en Alep. Donc, voilà une citation de Majd Khalif, qui est le porte-parole des casques blancs à Alep, et qui disait « Les matériaux que nous utilisons aujourd'hui pour déblayer les décombres, nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons les utiliser pour reconstruire Alep, comme les habitants d'Ypres l'ont fait avec leur ville il y a 100 ans. » Bon, pendant plus de 4 ans, 5 ans, on a eu cette, excusez-moi le mot, cette canonnade de commémoration concernant la Première Guerre mondiale. Et beaucoup d'entre nous étaient très impliqués là-dedans, mais on peut se demander, et ça c'est une journaliste de guerre belge qui est plus souvent en Syrie qu'en Belgique en fait, bien qu'on peut considérer de plus en plus la Belgique aussi un endroit de guerre politique dans ce cas-là. Et Rudy Franks, il disait trop souvent la destruction est montrée, pleurée et commémorée, tandis que ceux qui déblayaient diligemment les décombres et rendent leur monde à nouveau vivable, jour après jour, sont oubliés. La reconstruction est plus importante que la destruction et mérite qu'on se souvienne. Et je crois que c'est une très jolie citation pour finir ma présentation, ne pas s'en faire un peu de pub pour nos expos qui effectivement vont se dérouler de mars jusqu'en novembre 2020 et qui font partie, Phoenix n'est pas seulement le titre, on a changé je crois qu'on doit le changer de nouveau, mais qui n'est pas seulement le titre de l'exposition au musée in Flanders Fields, mais est aussi le titre d'un projet, d'une
tout un programme d'activités dans la province de Flandre occidentale, de Nieuwpoort sur la côte belge jusqu'à Ploegsteert sur la frontière franco-belge. Donc toute la zone, toute la région dévastée. Il y aura plusieurs expositions, plusieurs promenades guidées, plusieurs livres qui iront publiés. Donc on va vraiment commémorer et même célébrer le centenaire du début de la reconstruction dans notre région. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup à nos deux intervenants qui ont, je trouve, absolument posé des questions essentielles à partir de leur cas d'étude et qui même posent des questions tout à fait contemporaines. La fonction d'Ypres comme modèle de la reconstruction de Notre-Dame de Paris me fait quelque peu trembler, mais c'est intéressant comme situation, bien sûr. Je me doute, oui. J'espère, plus exactement. En fait, personnellement, j'étais très étonné quand cette journaliste du Figaro nous a contactés. Mais ça démontre que même si les cas sont très différents, on peut s'inspirer de ces exemples d'antan. Alors, avant de évidemment passer les micros et proposer à la salle de poser quelques questions à nos intervenants, je voudrais moi-même, si vous me le permettez, poser deux questions. La première à Cécile Pettini, puisqu'elle a évoqué des débats, je dirais, stylistiques liés au programme d'architecture à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fait, au programme et aux acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, on considère, ou la compagnie des chemins de fer considère que la gare est évidemment un symbole de modernité et doit adopter un autre style architectural que celui qui était, par exemple, voulu par les édiles. Et j'aimerais juste savoir à propos de Noyon si c'est récurrent, c'est-à-dire que s'il y a au sujet des programmes d'architecture des questions stylistiques différentes qui se posent. Est-ce que c'est le programme qui conditionne ces discussions? Au moment de la reconstruction? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai évoqué plusieurs exemples qui le montrent. Après, c'est assez compliqué de vous répondre de manière générale sur l'ensemble de la cité. J'ai peur de dire des bêtises. Mais j'ai l'impression quand même que de manière générale, il y a cette hésitation qui se maintient. Et voilà. Je ne sais pas si éventuellement l'animatrice de l'architecture du patrimoine a des... Non, pas spécialement, voilà. Mais... Et puis une autre question, puisque je n'avais pas une autre question à Dominique, cette fois-ci au sujet de Ypres, c'est que j'ai bien entendu une date de 1967 qui était une date d'achèvement. Alors là, la question porte sur cette chronologie, cette durée. Entre 1925 et 1967, il se passe quand même de nombreuses choses en Europe. Est-ce que du coup, le débat initial est reposé? Ou est-ce que c'est toujours cette continuité de la commune, quels que soient les changements éventuels d'ailleurs au sein de la municipalité? Est-ce que est-ce qu'il y a une continuité de cette décision et est-ce que ce choix n'est jamais discuté ou remis en cause jusqu'en 1967? Pas de changement au sein de la municipalité, bien catholique en 1919, bien catholique jusqu'il y a 3 ans, pour ainsi dire. Mais ce qui a aussi renforcé le fait qu'on n'a jamais eu de débat depuis. Donc cette reconstruction, comme planifiée par Comans qui est d'ailleurs mort, l'architecte de la ville qui est mort en 1937, mais on a continué de réaliser ses idées et ses plans. Quelque chose que je n'ai pas évoqué, qui est assez important, c'est que Comans a su sauver ses plans de restauration, ce qui a aussi permis une reconstruction à l'identique. Non, mais aucun débat. Il y avait quand même quelques dégâts après la Deuxième Guerre mondiale, mais là, on
voit qu'on a par exemple la première maison à côté de la Alodra, l'ancienne conciergerie de l'hôtel de ville. Il y a 2 dates de reconstruction, 1923, 1952, mais c'est un pignon style XVIIe siècle. Donc on a reconstruit là la façade de reconstruction 30 ans plus tard. Mais aucun débat du tout. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que nous avons évoqué ce matin la vallée de la Lys. Je pense à la ville de Bailleul notamment, qui va puiser une partie de ses références pour la reconstruction dans des modèles d'Ypres, notamment de Renaissance flamande que vous avez montré, qui n'existent plus matériellement parlant et qui ne sont pas encore reconstruits. Et Bailleul est aussi une ville qui est plus régionale après la reconstruction qu'avant, puisqu'elle était bardée de bâtiments néoclassiques. Je voudrais maintenant vous proposer, s'il vous plaît, d'interroger nos intervenants. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Une question pour Dominique. Merci beaucoup pour ta communication sur Ypres. Tu as évoqué la reconstruction de la cathédrale dans un style plus gothique que ce qu'elle était avant la guerre. Est-ce que j'aurais une hypothèse que je voudrais te soumettre? Est-ce que c'est la cathédrale de Jansénius, donc l'origine du jansénisme, qui a été condamné par le pape au début du XVIIIe siècle, par le but d'Unigenetus. Et est-ce que le fait de reconstruire ce modèle idéalement gothique, c'est pas pour effacer la période baroque, qui est aussi celle de cette hérésie, enfin de ce courant qui a été condamné par le pape? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, mais c'est vrai que Jansénius, il y avait déjà avant la guerre une rue Jansénius. C'est pas il n'y avait pas de damnatio memoriae, et aussi sa sépulture dans la cathédrale est toujours là, bien qu'il ne s'agit que d'un petit... Pas très vite, c'est simplement une plaque tombale. Hein. Oui, voilà, c'est pas du tout. Non, selon moi, je suis assez convaincu que dans l'esprit de Koolmans, l'architecte, c'était vraiment cette idée d'une unité de style. Et même dans des détails assez, je ne dirais pas assez stupides, mais par exemple, la tour, jusqu'en 1914, la cathédrale, c'était pas c'était pas tellement aigu. La flèche n'était pas vraiment aiguë, c'était plutôt comme ça. Mais déjà, dans le projet de restauration de Koolmans, il avait prévu que la flèche était vraiment aiguë et vraiment verticalement, comme il fallait le faire dans un style gothique. Non, selon moi, c'est vraiment cette urgence, cette volonté d'avoir une unité de style dans une maison, un immeuble. Oui, j'avais une question par rapport à Ypres. Vous avez évoqué la diffusion du modèle de la Alodra comme modèle néo-gothique dans le monde britannique notamment. Est-ce que cette diffusion, elle est bien antérieure à 14-18 ou est-ce qu'elle a continué? Est-ce qu'elle a pu frapper les Britanniques qui étaient présents à Ypres pendant le conflit et est-ce qu'elle a continué à infuser après ou est-ce que c'est uniquement... Non, c'est vraiment victorien. C'est vraiment un phénomène victorien. J'ai fait une fois une sorte de mini-enquête et j'ai trouvé facilement 10 maisons, 10 immeubles au Canada, au Royaume-Uni même, celui en Inde, où on a copié des éléments de l'Alodra, mais c'est un phénomène qui se finit vers, je dirais, 1880. Donc c'est vraiment victorien, cette architecture victorienne. Mais c'est vrai que l'image de l'Alodra se trouvait dans presque tous les manuels d'architectes de cette période. C'est aussi la seule raison pour laquelle il y avait des touristes. Ypres est déjà une ville touristique avant la Première Guerre mondiale. Il y a quelques guides touristiques qui se sont nommés, qui sont entitrés Bruges et Ypres, les 2 villes médiévales de la Flandre occidentale.
Mais c'est vraiment un phénomène assez limité dans le temps victorien et néogothique. Oui, il n'y a pas eu la communication sur l'Anse, donc c'est difficile de faire des comparaisons, mais moi j'ai été intéressé par ce que vous avez mis en valeur sur Noyon, parce que on écrit, j'ai dû aussi l'écrire, que globalement il y a des modèles un peu différents de reconstruction, Noyon cherchant à reconstruire à l'identique, à reconstitution, et Lens se transformant totalement. Et quand on vous écoute, en réalité, le cas de Noyon est beaucoup plus complexe que cette représentation comme on a. Donc l'interrogation que j'avais, c'est que finalement, ce qui s'appelait alors reconstitution, ce qui était dans le vocabulaire administratif de l'époque, c'est finalement une reconstitution impossible, parce que quelle que soit la volonté, dans celle de Noyon, vous avez recité les phrases « garder le caractère historique de la cité », de toute manière, on va quand même chercher à modifier les choses. Donc, est-ce que votre exposé ne va pas dans le sens d'encore plus critiquer cette notion de reconstitution qu'on a trop souvent mis en avant, enfin même dans les premières études, un catalogue de 91 aux Archives nationales, où il y a des phrases sur reconstruction, occasion manquée après 14-18, parce que finalement, le cas de Noyon aborde pas encore un peu plus cette nécessité de revenir sur cette notion de reconstitution, parce que sur ce cas de ville emblématique, là aussi, vous montrez que c'est plus complexe que ça. Ce serait assez difficile de vous répondre en 2 mots, mais je pense effectivement que la ville de Noyon est bien un exemple assez frappant de ces paradoxes qui agitent la société à ce moment-là, et qu'il est difficile de prendre une décision pour ou contre une restitution à l'identique. En fait, j'ai bien aimé la notion de thérapie que vous avez évoquée, et je trouve que le cas de Noyon illustre aussi cet exemple-là. On cherche à retrouver un environnement qui est familier, qui est proche de l'ancien, mais on n'arrive pas à se résoudre à renoncer à une forme de modernité. C'est quelque part là. Donc on cherche un compromis qui est nécessairement variable et soumis aux aléas des différents chantiers, etc., comme j'ai essayé de vous le montrer. Voilà. Certains ici ont eu le privilège de visiter le comble de la collégiale de Saint-Quentin, d'autres ont visité le comble de la cathédrale de Reims. Je n'ai pas visité le comble de la cathédrale de Noyon, mais on a fait un choix, et est-ce que ce choix est réfléchi, ou si c'est de la reconduction des dispositions existantes, comme on dit dans les monuments historiques? Alors, comme je l'ai mentionné rapidement, mais il n'existe pas de relevé de la forêt de la cathédrale de Noyon avant sa destruction en 1918. Donc, le choix de faire une charpente en béton armé est aussi dû simplement à ce fait-là. On n'a absolument pas de relevé. Donc, voilà, on peut l'expliquer de cette façon. Après, il y a sans doute d'autres raisons. La charpente, on l'ouvre de temps en temps aux visites guidées pour ceux qui auraient la volonté de la voir. C'est notamment au moment des Journées du patrimoine qu'on fait des visites guidées à l'intérieur de cet espace. Oui, s'il vous plaît, une question, Dominique Dendoven, à propos de cette reconstruction quand même assez gigantesque et longue d'Ypres. Quelle est la main-d'œuvre qui reconstruit? Est-ce qu'elle est purement locale? Parce qu'on nous dit que la reconstruction des départements du nord de la France est en large partie due à des étrangers, dont des Belges. Alors, où sont les maçons belges? Est-ce qu'ils participent à la reconstruction du nord de la France ou de la Belgique? Dans quelle proportion et jusqu'à quelle date? Bon, je vais commencer avec vous donner 2 chiffres. Avant la guerre, en 1914, il y avait, à part de Comans, 2 architectes professionnels à Ypres. Pendant la période de la reconstruction, il y en avait 98. Évidemment, l'architecte n'est que le sommet de la pyramide. Mais en effet, on voit qu'il y a un influx très important pendant les années 20, début des années 20 surtout,
de travailleurs en construction, des charpentiers, maçons, etc. Mais après quelques années, ils regagnent leur région d'origine où ils vont s'établir autrement. Au début, par exemple, ce qu'on voit, le déblayement du champ de bataille, il inclut des villes et des villages, parce qu'on n'a jamais eu de zone rouge en Belgique, donc toutes les villes et tous les villages ont été reconstruits. Après que les Britanniques, avec l'aide des travailleurs chinois et indiens, etc., et des prisonniers de guerre, ont arrêté, ce sont surtout des fermes, des sociétés de la côte, Ostende, Bruges, chez nous, qui s'y sont occupés. Donc c'est vraiment, on voit que, aussi pour mon collègue Driss qui est avec nous, peut plus facilement l'évoquer, mais aussi ce qui concerne le rétablissement de l'agriculture. On voit que par exemple le Boerenbond, donc la société de l'association des agriculteurs belges, qui n'était pas très important dans notre province avant la Première Guerre mondiale, a compris ce moment d'opportunité qui était la reconstruction et le rétablissement après la Première Guerre mondiale pour s'établir dans notre région. Donc il y avait vraiment une immigration temporaire assez importante, mais temporaire. Est-ce que vous avez une explication de la différence avec la reconstruction de après la Seconde Guerre mondiale? Parce que si je prends le cas de Maubeuge, que je connais bien puisque je suis originaire de Maubeuge, là on n'a pas du tout cherché à reconstruire l'identique, ça a été le cas aussi au Havre, à Dunkerque. Comment se fait-il que les architectes comme l'URSSA à Maubeuge se soient complètement changé de mode d'approche de la reconstruction? Est-ce que vous avez une explication? Je vais me permettre de répondre. Oui, c'était pour vous, Monsieur Klein. Ah bon. En fait, il y a deux reconstructions après la Seconde Guerre mondiale. Il y en a une qui commence en 1942, pratiquement, sous le régime de Vichy, et où on se pose exactement les mêmes problèmes, et où il est question aussi de reconstruire de manière traditionnelle. Et il y a d'ailleurs des villes qui ont commencé à être reconstruites. Je prends le cas de la ville de Gien, qui est reconstruit sur un registre qui est très proche de ce qui a été fait lors de la première reconstruction du point de vue stylistique, puisqu'on cherche à retrouver, pourrait-on dire, en simplifiant, je simplifie à l'extrême, mais à retrouver ce qu'on a perdu d'une certaine manière en le faisant neuf. Et bien sûr, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a perdu. Et puis, à partir de 1945, la grande différence, c'est que la modernité devient une doctrine d'État, et surtout à l'appui d'une structuration de la reconstruction à la fois administrative et technique complètement différente. Et donc, d'ailleurs, les reconstructions après la Première Guerre mondiale seront montrées comme des contre-exemples. On a des documents officiels, notamment qui paraissent du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui montrent la reconstruction de Béthune comme étant l'exemple qu'il ne faut surtout pas faire, puisque Béthune a été reconstruite en gros sur les traces parcellaires, notamment de l'état antérieur à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Et donc c'est l'exemple qu'il ne faut pas faire. Et la modernité devient un mot d'ordre, je dirais, d'État. Et donc aussi, l'État maîtrise encore plus le processus de reconstruction. C'est notamment ce qui explique que les architectes modernes, comme l'URSSA, que j'évoquerai demain, puisque c'est un cas intéressant, ont pu reconstruire des villes entières sous un autre registre, sous un registre totalement neuf. Est-ce que ce ne serait pas un peu politique? C'est-à-dire dans le sens où Vichy, c'était la terre ne ment pas, c'est-à-dire véritablement la droite, l'extrême droite qui développe toutes ces valeurs traditionnelles, et puis là, avec, je veux dire, la résistance et puis la volonté de tourner complètement la page à ces idéologies-là, pardon, excusez-moi. Alors, je pense qu'il y a une dimension politique, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'elle est moins évidente après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que les choix qui sont faits, enfin, de mon point de vue, d'après les exemples que je connais, dépendent moins souvent
de questions politiques par rapport à ces questions-là après la Première Guerre mondiale. Mais d'autres que moi peut-être pourraient répondre à cette question. Mais c'est une question qu'on peut se poser à propos de Noyon ou que j'ai même posée en visitant ici la salle du conseil municipal d'Ypres, où je trouvais des traces esthétiques liées à la social-démocratie qui n'avaient rien à voir avec finalement une esthétique de la reconstruction à l'identique. Pour compléter votre réponse à la question, moi je ne pense pas qu'il y ait... certes, il y a 2 reconstructions, l'exemple de Gianne montre bien, et après, effectivement, ce qui s'est fait au Havre, qui est l'exemple emblématique, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment une opposition entre les débuts de la reconstruction sous Vichy et la reconstruction après 1944-1945, parce que je pense que les travaux de Diane Vollmann, qui l'ont assez bien montré, finalement, le MRU recycle beaucoup des architectes et des hommes qui étaient dans le commissariat à la reconstruction de Vichy, et il y a plus continuité des hommes que rupture. Donc, de toute façon, avant 1945, c'est quand même, il y a des plans qui sont conçus, mais des plans, et même l'exemple d'Amiens montre, il y a une certaine continuité entre les plans qui sont faits, et on est d'abord attentif au problème du déblaiement, des choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui peut être entamé. Et la critique, finalement, de la reconstruction de l'après-Première Guerre mondiale, je pense, apparaît aussi pendant la période du régime de Vichy, et aussi parce que c'est un moyen de critiquer la Troisième République. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas une opposition aussi tranchée que votre question a l'air de suggérer entre l'avant et après 44-45. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on me demande de vous préciser que une librairie est à notre disposition. Si c'est bien ça, Sylvie Grange. Absolument. On a la chance d'avoir le libraire qui est juste en face, qui a fait une sélection, qui est donc là aujourd'hui jusqu'à 18h et demain, pareil, de 16h à 18h. Si j'osais, Dominique, on se connaît bien, donc je peux peut-être te poser la question comme ça, discrètement. Par rapport à ce qu'on peut entendre en France, et qui est probablement déformé, sur les enjeux actuels d'une politique belge, flamande, est-ce que ce dont vous venez de parler, c'est aussi quelque chose qui est mis en débat chez vous, voire instrumentalisé ou à tout le moins investi? Oui et non, c'est assez compliqué. Évidemment, tout ce que j'ai évoqué porte aussi sur l'identité. Et donc, vu le fait que les nationalistes, pour l'instant, font le gouvernement flamand et que tout ce qui est culture, enseignement et tout ça est dirigé par le gouvernement flamand, donc de la fédéralisation de la Belgique, ça peut devenir plus important de ce point de vue-là. Heureusement, il y a de nouveau cette autonomie des communes. Donc, par exemple, dans notre musée, qui est un musée de guerre, un autre sujet qui touche très fort à tout ce qui est identité et politique d'identité, notre musée est communal, on est subventionné par le gouvernement flamand, mais on a tellement d'autonomie que qu'il n'y a jamais d'implication ni de demande politique, je dirais. On essaye même, parce qu'on est historien, on travaille avec... on n'est pas des politiciens et on ne veut pas instrumentaliser l'histoire et le passé pour des faits politiques, bien que c'est souvent difficile de les séparer. Mais on essaie constamment par exemple, de travailler avec
nos collègues wallons, par exemple, j'ai évoqué Ploegsteert, commune Warneton, qui est une commune, je dirais même pour utiliser ces mots, une enclave wallonne, coincée entre la France et la Flandre. Pour nous, ça joue aucun rôle, parce qu'on traite le même sujet, mais de point de vue de politique, ça peut devenir de plus en plus difficile et de temps en temps, ça va jusqu'au ridicule. C'est vraiment... ça ne touche pas vraiment à ce qu'on vient de parler, mais par exemple, on vient d'apprendre la semaine passée que depuis maintenant, on doit ajouter à notre adresse officielle, Museum Flanders Fields, Grande Place, Strand 4, Grote Markt 34, 8900 Ypres, Flandre. Donc, pour moi, ça touche au ridicule, mais c'est la situation dans laquelle la seule chose qu'on peut faire en tant que conservateur, en tant que scientifique, en tant que chercheur, c'est de démontrer comment ces politiques ont fonctionné dans le passé et fonctionnent encore aujourd'hui. Donc, on a quand même... je ne sais pas ce que le futur va nous emmener, mais on voit qu'il y a une volonté du point de vue politique flamande de se focaliser sur cette identité. Mais je crois que, surtout au sein de nos institutions, il y a encore suffisamment de ratios non politisés. Merci Dominique d'avoir répondu. La frontière n'est pas si déterminante.